Bonjour à tous et bienvenue dans la feuille de match rugby. Et oui, petit setup un peu différent aujourd'hui. On n'est pas réunis autour d'une table avec un micro, mais confinement oblige, on se retrouve en visioconférence avec tout le monde. Et aujourd'hui, avant de vous parler du programme, on va d'abord voir qui c'est qu'on a comme intervenant, on va dire comme invité, mais surtout comme chroniqueur. On va commencer par le point technique. Comment tu vas, Vincent? Ouais, ça va, et très honoré de faire l'émission rugby avec vous. J'ai un peu de la pression, j'ai révisé pendant des heures l'historique du rugby. Je suis prêt. Je comprends, c'est pas facile la première fois, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Et on a avec notamment deux de nos chroniqueurs fidèles au poste cette saison. On va commencer par Julien. Bonjour. Ça va être long cette émission, ça va être long. Comment tu vas, Jules? Ça va plutôt pas mal. Envie de sortir, mais bon, on peut pas faire autrement. Bien sur le confinement quand même. Ouais, bon. On fait aller. On regarde des best-of un peu là de 2003-2004, ces choses-là. Exactement, je regarde les best-of de Morgan Parra. Il doit mettre des pistons mornifs comme ça dans les règles. Voilà, c'est ça. Je regarde les meilleures bagarres évitées par Morgan Parra. En tout cas, t'en as pour un petit moment, ça c'est le principal, faut pas t'ennuyer. On a également Alexian, comment tu vas? Salut à tous, ça va nickel. Hein. Pour moi, je trouve que le confinement, ça a du bon, puisque ça nous permet de revoir de vieilles têtes comme Greg dans l'émission, et ça fait plaisir. La transition est parfaite, et oui, j'enlève enfin mon calepin pour voir la tête de Greg. Comment tu vas? Allô. On m'appelle. Greg, envoyé spécial. Pardon, Pardon, je viens d'avoir un retour. Ouais, ça va bien, ouais, je suis content d'être avec vous. Je suis un peu dissipé aujourd'hui, malheureusement, mais bon, c'est pour le bien de tout le monde. En tout cas, on l'avait pas encore remarqué, c'est essentiel. On espère que tu vas pouvoir te réintégrer dans l'émission, parce qu'il faut le dire, Greg, il était avec nous toute la saison dernière, et c'est la groupie numéro 1 cette année. Même la saison d'avant aussi, je suis là depuis 2 ans. Ouais. 1 an et demi exactement. Non, 2 ans. Décembre 2017. Bon, en tout cas, si vous voulez plus d'informations, tout est dispo sur la page Wikipédia de Greg. Vous trouverez toutes ces informations là le match à son parcours journalistique. Du coup, les gars, au programme aujourd'hui, on a pas mal de trucs. Je sais que tout le monde a préparé une petite chronique. Et on va commencer. Donc, au niveau des chroniques, on va avoir quoi? On va avoir du coup top 14, quelle suite? Donc, un peu un point sur le top 14 et même un peu de Pro D2. On va savoir un peu ce qui peut se passer et quelle est la situation actuellement. On a également un point sur les joueurs, leur contrat, comment ça se passe pour les joueurs actuellement. Ça sera Julien qui va le faire. Le premier, ce sera Alexian. Ensuite, en troisième, je vous ferai un point, moi, sur tout ce qui est recrutement. Et oui, parce que c'est pas mal chamboulé quand même. Mais ça n'empêche pas d'avoir certaines annonces. Et en dernier, Grégory nous parlera un peu de l'avenir des matchs internationaux. Donc, ce qui a pu se passer dans le Six Nations. On sait qu'il y a eu pas mal de matchs annulés, enfin en tout cas de reportés. Et quel impact ça aura sur les tournées internationales. Et bien sûr, Vincent sera à côté pour vous faire rigoler en mode sniper Laurent Baffy et vous faire des blagues sur le handball et le water polo. Hey Jenny, viens voir, je te présente mon équipe. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? Impressionnant, non? Donc, au niveau des infos générales, FFR a débloqué, je crois, 35 millions d'euros pour venir en aide justement à ces clubs qui pouvaient avoir des envies de monter, parce qu'il y a aussi des clubs qui ont fait des paris, hein, on en parle assez souvent dans l'émission, des clubs qui déposent le bilan parfois, mais parce qu'il y a des problèmes d'argent, ils ont misé un peu trop sur une saison, le sportif ne suit pas. Là, le problème, c'est que tous ceux qui ont misé et qui potentiellement le sportif a suivi, ça vient contrarier pas mal de plans sur le plan financier. Je crois que Julien, d'ailleurs, tu nous en parleras un petit peu au niveau des joueurs, et toi, Alexion, du coup, au niveau des clubs, ce que ça peut impacter, notamment. Et du coup, est-ce que vous avez une autre info peut-être qui est sortie il n'y a pas longtemps, ou on passe directement aux chroniques de chacun un peu? Après, il y a l'interview de Sean Edwards là, qui était intéressante. Même si bon, ça reste la com, mais moi je trouvais ça intéressant en fait sur son approche et qu'est-ce qu'il a cherché à faire en fait avec l'équipe de France. Donc finalement, c'est assez on va dire l'ambiance médiatique autour du rugby, elle est assez particulière en ce moment parce que c'est on ressort des vieux reportages. Il y a eu, par exemple, là, sur le middle, ils ont ressorti un truc de Deschamps qui parlait de l'avion bayonnais, qui date d'il y a 3-4 ans. Et par exemple, il y a le 15 de légende aussi, au moment qui sont en train de lire des vieux reportages. Et en même temps,
on essaie de deviner qu'est-ce que vont être les décisions prises par rapport au coronavirus. Donc c'est assez bizarre comme période en termes d'actualité. Donc je sais pas trop. J'ai même l'impression que c'est un peu trop tôt pour pouvoir parler de la suite de la saison ou même des répercussions sur la saison prochaine. Je ne sais pas si vous avez le même avis ou pas. Si, Il totalement. faut Parce bien que là, meubler, quoi, malheureusement. exactement. Là, je pense que c'est vraiment trop tôt parce que déjà, on ne sait même pas quand est-ce que les saisons pourront reprendre, si elles pourront reprendre. Voilà, on parle surtout là des saisons de cette année, mais effectivement, il y aura aussi forcément, il peut y avoir de gros impacts sur les saisons à venir, notamment à cause du bilan financier pour chaque club. Mais ça, Julien, il reviendra dessus. Messieurs, régalez-vous. Matraquez-les, quoi, les mecs. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Du coup, on part sur la première chronique. Je crois qu'Alexandre, justement, tu as essayé toi de faire un point sur la situation actuelle des championnats professionnels et de voir Exactement. ce qui pouvait arriver. Ouais, je me suis penché un peu sur la situation, que ce soit le top 14, Pro D2 et même les Coupes d'Europe. Donc voilà, pour rappel, les championnats ils sont suspendus depuis le 13 mars. Donc au final, ça fait que 2 journées de top 14 pour l'instant et une seule journée de Pro D2 qui ne se sont pas jouées. Mais si on avait un confinement qui devait se prolonger jusqu'à début mai, on aurait 5 journées de top 14 plus les quarts et les demi-finales de Coupe d'Europe. Et on aurait 5 journées de Pro D2 qui seraient impactées. Donc voilà, pour rappel, c'est une année de Coupe du Monde. Donc forcément, déjà, c'est une année qui est longue, puisqu'on a une finale pour le top 14 qui était prévue initialement le 26 juin. Donc ça fait quand même une année à rallonge déjà. Et pour la Pro D2, c'était un peu moins problématique, puisque c'est le 7 juin que la finale d'accession était prévue. Donc du coup, voilà, il y a plusieurs options. Alors l'option numéro 1, c'était tout simplement l'annulation des championnats. Et bon, on a bien vu à travers les différentes réactions que ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Les présidents ils sont pas favorables à cette situation, notamment je repense aux interviews des présidents du Stade Toulousain, Didier Lacroix et de Cromière, le président de Clermont, qui eux deux vont perdre jusqu'à 4 millions d'euros si les saisons sont annulées. Ensuite, la deuxième option, qui était celle un peu à l'ordre du jour, c'était de finir le championnat le 18 juillet, donc avec une finale, notamment le top 14 au Stade de France le 18 juillet. Pour le top 14, justement, il y aurait plusieurs solutions pour arriver justement à cette date. Soit la méthode classique, mais ça, c'est quand même difficile parce que le confinement a été prolongé, il risque encore de durer. Et puis surtout, il va y avoir une période de préparation pour les joueurs, puisqu'on ne peut pas repartir. Ça fait déjà plus d'1 mois qu'ils ne jouent plus. Ça fera presque 2 mois à la fin du confinement qu'ils n'auront pas joué. Donc forcément, c'est comme les grandes vacances, quoi. Il faudrait encore presque 1 mois de préparation. Il y a aussi, j'ai vu une possibilité de faire un play-off, play-down avec les 8 premiers du championnat qui se joueraient le titre et les 6 derniers qui joueraient le maintien. Ou alors tout simplement juste des play-offs pour attribuer le titre, parce qu'il y a beaucoup de présidents qui sont défavorables à une descente des clubs de top 14. Donc dans ces cas-là, on pourrait se diriger vers un top 15 ou un top 16. C'est-à-dire qu'en gros, ce serait soit juste le finaliste, le vainqueur de la Pro D2 qui monterait en top 14, donc ça donnerait le top 15, soit les deux finalistes qui monteraient, on se dirigerait vers un top 16. Mais bon, le top 16, c'est toujours pareil, ça paraît compliqué quand on voit les calendriers actuels. Déjà, les clubs se plaignent qu'il y a trop de matchs dans une saison. Donc voilà, ça reste quand même encore problématique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un article aujourd'hui dans le Middle sur le fait que les 30 clubs professionnels veulent rester ensemble. Donc en gros, c'est un genre de ligue fermée temporairement. Et du coup, ils veulent trouver une solution entre ces 30 clubs pour pouvoir finir le championnat du mieux possible. Et par exemple, on a vu que Paul Gauze, lui, il préférerait qu'il n'y ait aucune montée et qu'il y ait aussi une baisse des salaires des joueurs. Mais ça, c'est Julien qui en parlera, je crois. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un peu le bordel. Tous les présidents, tous les entraîneurs donnent leurs avis en fonction évidemment de la position de leur club. Et quoi qu'il arrive, il y aura forcément des déçus. Et juste un petit point, Coupe d'Europe. Normalement, la Coupe d'Europe, la finale était prévue les 23 et les 24 mai pour les 2 Coupes d'Europe. Et du coup, il y a 2 possibilités
qui ont été évoquées. La première, c'était de faire les phases finales cet été. C'était l'option de départ. Elle a été vite balayée. Il y en a une deuxième qui apparemment est assez crédible et plairait à beaucoup de clubs. Ce serait de faire les phases finales au mois d'octobre et de créer une nouvelle formule à partir de l'année prochaine pour la nouvelle Coupe d'Europe, avec 24 équipes réparties en 8 poules, donc avec des matchs aller-retour. Et c'est chaque premier de ces poules qui est qualifié. Et on aurait des quarts de finale et des demi-finales aller-retour, et ensuite une finale simple sur terrain neutre. Donc voilà l'option qui actuellement est privilégiée. Ouais, donc il y a quand même pas mal de possibilités, notamment pour la Coupe d'Europe. Il y a des trucs qui semblent assez fantaisistes encore, mais bon, ça se trouve dans 3 semaines, il y aura encore d'autres options. Greg, je crois que tu as vu passer une info toi ce matin sur Top 14 Pro 2 au niveau des montées-descentes, non? Ben, c'est la même info qu'a donné Alexion. Hein. C'est l'histoire de cette ligue fermée de 30 équipes et surtout qu'ils n'accepteraient pas de montée ni de descente. Alors, pour des clubs en Pro D2 comme Oyonnax, Perpignan et Grenoble, ça pose un peu de soucis pour eux parce que dans leur bilan économique, il faut qu'ils montent en top 14. Donc, pour eux, c'est assez problématique. Colomiers, qui est promis la la Pro D2, n'a pas porté de réclamation par rapport à ce projet qui vient de sortir aujourd'hui. Faut voir, moi je pense que par rapport au club de top 14 qui pourrait potentiellement descendre, ça serait mieux qu'ils figent, vraiment qu'ils annulent toute montée-descente pour éviter tout problème. Après, juste pour revenir sur cette info, il y a le président Rivière justement qui apparemment pendant la réunion a gueulé, quoi. Il a vraiment montré qu'il fallait qu'il y ait des montées et que Perpignan était très décidé à monter. Et il a reçu le soutien de présidents de top 14 comme Jackie Lorenzetti, président du Racing, et aussi le président de Bordeaux-Bègles, qui ont Laurent Marty, ouais. Laurent Marty, qui se sont mis aussi à sa place, puisque notamment à Bordeaux, ils étaient aussi à la place de Perpignan il y a quelques années, et ils savent à quel point une montée est importante pour un club. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas encore décidé, et je pense que, comme j'ai dit, forcément il y aura des déçus. Et après voilà, pourquoi faire monter des clubs et pas en faire descendre d'autres? J'avoue, je trouve pas ça très logique, sachant que si on se retrouve avec un top 15 ou un top 16, ça risque d'être compliqué niveau calendrier l'année prochaine, surtout si les clubs n'ont pas le budget pour recruter et qu'ils se retrouvent avec des effectifs réduits à cause de la crise. Et ça paraît compliqué. Je vais rajouter un point. J'ai lu aussi comme quoi ils voulaient garder le classement ou les points des équipes de Pro D2 et Top 14 et les inclure pour l'année prochaine. Ça, c'est une solution qu'ils sont en train de discuter. Du coup, on aurait une saison qui s'étendrait sur 2 championnats, entre guillemets. C'est à peu près ça dans l'idée, c'est de garder en fait une avance pour ceux qui se trouvent dans la première moitié du tableau et un peu de retard pour l'autre équipe, enfin les autres équipes de la seconde partie du tableau. Et j'ai même entendu dire que les matchs où il pleuvra, ils seront joués sur PlayStation 2, sur Rugby 2008, pour être sûr. Il a le mauvais effectif. Bien sûr. C'est ça. Mais ouais, c'est vrai que là, ça semble un peu fou, cette situation. Je pense qu'elle n'a jamais été envisagée. Mais t'en parlais toi aussi, Alexion, juste avant, hein, la perte financière pour ces clubs-là, même dans ton hypothèse, Greg, ça ne va pas la résoudre. Hein. Là, il y a des matchs qui vont peut-être être rejoués si ça venait à être reporté, mais plus on avance, plus on a l'impression que les matchs ne seront pas forcément joués. Et juste pour vous donner une idée, au niveau du Stade Toulousain, un match qui n'est pas joué, c'est entre 250 000 et 300 000 euros de pertes directes nettes pour le club. Et le quart de finale de Coupe d'Europe qui devait avoir lieu à domicile, c'est de l'ordre déjà de 850 000 euros. Donc on peut imaginer qu'il y a des clubs qui pourraient même déposer le bilan dans ces cadres professionnels, parce que ces clubs ils sont aussi soutenus par des entreprises qui sont des sponsors, et les entreprises elles sont dans la même situation que ces clubs-là actuellement. Au final, il y a peut-être une réelle différence qui va se faire entre les clubs qui ont des sponsors, on va dire, qui vivent dans une économie réelle, donc qui sont avec des entreprises, et des clubs qui ont des mécènes aussi. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on a en top 14, c'est qu'il y a des clubs qui sont soutenus par des millionnaires, voire milliardaires, et qui, eux, seraient potentiellement un peu moins impactés. Donc ça, c'est aussi à surveiller pour de potentielles reprises de championnat. Ouais, c'est exactement ce que disait Mourad Boudjelal dans une interview avec, je ne sais plus qui c'est Xavier Garbajosa, où il disait qu'en gros, il y avait des clubs comme Toulouse, La Rochelle, Agen, qui étaient soutenus grâce à des entreprises, notamment locales, et que forcément la crise allait impacter aussi ces entreprises et qu'il y en aurait certains qui pourraient éventuellement faire un dépôt de bilan, alors qu'il y a d'autres clubs qui ont des mécènes, comme tu disais, Romaric, c'est le cas du Racing,
de Toulon, enfin, qui, eux, auraient beaucoup moins de problèmes et ça pourrait créer justement un fossé entre les clubs, cette situation de crise. Il y a un fossé qui existe déjà, mais qui serait encore plus important, quoi. Ouais, exactement. Il paraît que ça impacte moins les clubs de Pro D2, qui sont justement, peut-être que Julien en parlera au niveau des contrats des joueurs, mais qui sont plus aidés à même par l'État pour rebondir ensuite. J'ai pas eu d'infos potentiellement là-dessus. T'en as, toi, Julien? Non plus, ouais. Après, Non, Ouais, du tout, bah, en fait, sur ça. des salaires qui sont un peu moins déconnectés de la Parce réalité. qu'après, c'est une question de la Ligue, en fait. C'est pas tellement l'État, là, c'est la Fédé, la Ligue. Mais c'est par rapport à la question Il n'y a du pas trop chômage de lien. partiel. Enfin, l'État, dans le sens où c'est que ça dépend. Oui, mais ça dépend du statut, en fait, du club. Ça dépend comment ils sont inscrits et en quoi ils sont inscrits, en fait. Et leur demande à eux. C'est ça aussi, quoi. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire comme demande, parce qu'en fait, le chômage partiel, c'est une demande en entreprise pour l'État. Donc ça dépend vraiment des clubs et ça dépend. Mais il y a plein de solutions. J'en parle après dans mon truc. Moi, j'ai une autre idée de solution qui peut être aussi intéressante à exploiter, en fait. Mais oui, ça va être compliqué, je pense, pour tout le monde. C'est le problème, en fait, d'avoir une économie de flux. C'est qu'en fait, comme on est dans une économie de flux, il suffit que le flux s'arrête et en fait, tout tombe. Si tu parles des entreprises, les clubs, c'est devenu des entreprises qui n'existent plus sur une économie réelle. Ça existe sur une économie parce qu'il y a des matchs. Et s'il n'y a plus de matchs, eh ben, tout tombe, quoi. Et C'est un un gros problème qui problème, concerne tous les sports médiatisés, ça, pour le coup. Ouais, bah, toutes les entreprises, ouais, en fait. Enfin, oui. À part en fait des choses qui sont fixées sur on va dire c'est un peu basique, mais sur l'agriculture, la terre. À partir de là, en fait, tu sais jamais ce que ça va devenir ton entreprise parce que c'est tout basé sur des flux et tu as le flux qui s'arrête, donc tu sais pas. C'est compliqué. On aura l'occasion de parler aussi de ce point financier du coup dans la chronique de Julien qui va arriver après et aussi dans les transferts où ça va quand même pas mal compter. Ouais. Du coup, je pense on a fait en tout cas le tour pour ce sujet-là et on va passer du coup à la chronique de Julien. 1, 2, 3, 4 et baby, I wanna know if you be my girl. Donc après ce point un peu sur la situation des championnats professionnels du rugby français, on va passer, je crois, à ta chronique, Julien, qui est plus axée sur les joueurs et leurs contrats en général. Ouais, c'est ça. Ouais, pas tellement le contrat en fait, c'est plutôt sur comment ils vivent le confinement et qu'est-ce qui se passe pour eux, quoi, parce que c'est important. Et du coup, c'est assez amusant parce que, enfin, amusant, je sais pas si le terme est bon, mais c'est dans ces moments-là qu'on voit que ces gens-là, qu'on a l'habitude de voir jouer au stade, finalement, ils sont un peu comme nous. Ils sont dans le flou. Comme disait Alexis, en fait, on a l'impression que personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire. Et du coup, ils savent pas trop, eux non plus, les entraîneurs savent pas, personne ne sait. Ils ont des messages de personne et finalement, ils sont comme nous, comme des cons devant leur ordinateur toute la journée, quoi. On espère qu'ils nous regardent. Donc, donc c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a pas mal de décisions qui sont reportées en fait à des choses dont ils n'ont pas du tout le pouvoir. On peut penser aux États ou à la fédération. Par exemple, là, sur la tournée d'été, il y a des questions se posent sur la tournée d'été, comme la direction sur la fin du championnat, donc c'est assez compliqué. Du coup, ça impacte forcément ce qu'ils font à la maison. Est-ce qu'on se prépare vraiment? Est-ce qu'on est en vacances? Qu'est-ce qu'on va devenir? Donc c'est assez compliqué. Donc, il y a quand même des décisions qui sont prises qui peuvent, je pense, leur indiquer des déroulés futurs de ce qui va se passer. Donc, comme on dit Alexis et Greg, là, cette histoire de rester à 30 équipes en niveau pro, qui, je pense, sont intéressantes parce que finalement, ce qui est plus emmerdant que le confinement même, c'est le fait d'être complètement dans le flou au niveau de ce confinement, de ne pas savoir ce qui se passe. Du coup, ils font comme nous, donc ils veulent aider un peu. Bon, ils peuvent pas faire grand-chose, mais ils veulent aider. Donc, il y a par exemple, il y a les joueurs qui ont une formation dans le domaine médical, ou qui sont même en fait pour les joueurs qui sont pas professionnels, les joueurs et les joueuses qui sont pas professionnels, qui sont médecins ou dans des domaines médicaux, ils vont aider quoi. C'est le cas de Casse-Tête, c'est le cas de Gros, c'est le cas de Socha, qui vont justement faire ce qu'ils peuvent quoi. Et puis les autres, c'est compliqué en fait. Et je pense qu'ils ont la réflexion parce que ils ont mis en place des choses. Ils ont eu la réflexion de se dire en tant que joueur de rugby, nous qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Et donc il y a des joueurs qui ont lancé des cagnottes, des tombolas plutôt, puisque ils proposent aux gens de payer pour gagner des maillots de rugby.
Il y a eu à La Rochelle, par exemple. À Toulouse, La c'est le cas Rochelle qui a aussi. lancé, je crois. Ouais, c'est La Rochelle qui a lancé ça. Et du coup, c'est l'idée en fait de faire gagner aux gens un maillot de rugby, par exemple le maillot de la finale de la Champions Cup, etc. Pour ramener l'argent pour en fait aider les hôpitaux. Donc ça, c'est bon, c'est des petites choses qui, je pense, occupent plus qu'elles sont vraiment efficaces parce que C'est c'est quand même de quelque chose l'argent qui qui est nous dépasse récolté un peu. pour sur les hôpitaux. Ah, C'est bien quand sûr, même bien pas sûr, facile. mais c'est pas tellement une question d'argent en fait. Le problème, c'est une pénurie qui est due au manque de masques, au manque de préparation, à plein de problèmes en fait qui sont pas tellement une question d'argent parce que l'argent, l'État là en soi. Mais après, Et en tout cas, même si ça ça peut, ça peut aider. ah oui, non, c'est toujours bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu dans le domaine de l'impuissance qu'on ressent tous, quoi. Qu'on essaie de faire le maximum, mais bon, on sait très bien que ce maximum-là, applaudir aux fenêtres, c'est pas ça qui va sauver le monde. Voilà. Donc après, au niveau de la relation avec les clubs, c'est assez intéressant ce qui se passe en ce moment. Parce que du coup, il y a eu pour cette histoire de manque d'argent des clubs, du manque à gagner qu'ils vont avoir, de savoir si on va baisser les salaires des joueurs. Et donc, c'est des discussions qui sont en cours. Et De Cromière, du coup, président de Clermont, a parlé de ça. Il a dit qu'il fallait que ce soit une décision collective, ce qui, je pense, est nécessaire, effectivement. Pas une division individuelle, parce que du coup, ça peut léser pas mal de joueurs. Et c'est surtout là que Proval va vraiment jouer un rôle important. Et que Tchele Watchou, justement, en ce moment, il est au créneau à ce niveau-là. Tu peux nous rappeler vite fait ce que c'est Proval pour ceux qui ne le sauraient Proval, pas? ouais. Proval, c'est le syndicat en fait, des joueurs pro. Ça a été créé à peu près quelques années après la professionnalisation. Et ils sont chargés en grande partie en fait, comme un syndicat, puisque les joueurs, il faut le rappeler, on l'oublie souvent, mais les joueurs de sport professionnel sont des travailleurs. Et donc, ils ont un syndicat aussi pour défendre leurs intérêts. Que ce soit essentiellement reconversion, les risques qu'ils prennent sur le terrain, enfin, ce genre de choses. Et là, en l'occurrence, c'est typiquement là que Proval sert. Et du coup, Tchele Watchou, il a dit très bien au niveau des salaires qu'ils acceptaient de faire des efforts, que ça lui paraissait normal, etc. Mais que ça n'allait pas être des efforts non plus gros qui sont dans des joueurs, parce que c'est pas eux de couvrir les pertes des clubs. Donc il a dit par exemple qu'il y a des chiffres comme 30% qui sont évoqués, et pour lui, ça lui paraît complètement impossible d'arriver à ce niveau-là. Et ce que je comprends très bien, parce que c'est quand même des manques à gagner pour ces joueurs-là, alors que c'est absolument pas leur faute, c'est pas, etc. Et donc je me suis posé la question de savoir en fait qu'est-ce qui pourrait sauver des clubs qui allaient être en difficulté à ce niveau-là. Et en fait, en réfléchissant, ces clubs-là, tu l'as dit très bien, Romain, avec l'histoire des mécènes, c'est que souvent, en fait, il y a des investisseurs, des entreprises qui ont les moyens, en fait, de recapitaliser le club pour le maintenir à flot. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils le font pas parce qu'ils considèrent que c'est pas un bon investissement. Mais bon, là, en l'occurrence, il y a un moment, il faut le faire. Ou alors, quelque chose de très intéressant et qui peut s'appliquer, en fait, à toute l'économie actuellement, c'est en fait une espèce de développement de ce qu'on pourrait appeler une socialisation de ce club-là. Donc l'idée de ce qui se passe dans le foot, aussi pas mal avec les socios. C'est-à-dire que d'ouvrir une prescription pour les supporters. Parce que j'en connais plein de supporters qui seraient prêts à aider le club du coin en fait en difficulté dans une difficulté économique. Même des petits clubs genre Agen. Je dis pas qu'avec ça tu lèves plein d'argent, mais ça serait intéressant aussi de repenser l'organisation des clubs à ce niveau-là et de permettre une démocratisation de ça. Les socios, c'est l'idée des supporters qui possèdent des parts du club. Et donc après, forcément, des décisions dans la conduite du club. Et c'est pas des choses, on pourrait dire, oui, c'est associatif, c'est pour les amateurs. Le Football Club de Barcelone fonctionne sur ce principe-là. J'ai regardé un peu les prix, je me suis renseigné un peu les prix pour être socios à Barcelone. Après, c'est pas pareil, ils ont des millions de fans, hein, donc, mais c'est 180 €. C'est 180 €, c'est rien en fait en termes d'abonnement ou des gens qui sont prêts à payer pour aller voir juste le club, sachant que Socios, c'est un abonnement avec en fait en soi. Donc ça serait intéressant en fait de développer je pense, des stratégies économiques pour éviter que ce poids du coronavirus tombe seulement sur les joueurs, parce que c'est absolument pas leur faute, et en tant qu'employé, c'est pas eux de gérer l'entreprise. Donc je pense que ça serait intéressant les gens s'intéressent à ces alternatives, on va dire, organisationnelles. Après, là, tu as dit très bien, Alexandre, sur la préparation, sur le retour à la compétition. C'est très compliqué. Proval aussi a un rôle à jouer là-dedans. Picamol, les premières semaines, je crois, du coronavirus, il avait dit très bien, ok, on arrête de jouer, mais en fait, plus qu'on arrête de jouer, on s'arrête de s'entraîner.
Parce que, mine de rien, même à la maison, tu peux pas avoir une préparation aussi forte qu'au club. Donc, en fait, c'est ce qu'il disait, voilà, c'est qu'il faudrait au moins un mois de préparation en sortie de crise pour pouvoir reprendre la compétition. Donc, ça ferait une idée fin juin, quoi, en fait, si le confinement s'arrête. Moi, j'ai même vu passer le terme de Et réathlétisation. Hein. Ouais, ben c'est ça. Un truc Et qu'on surtout entend qu'en plus, il y a une autre chose qui va venir jouer là-dedans, c'est que les joueurs qui ont été contaminés ou qui sont asymptomatiques, ça va poser un problème sur leur pré-entraînement. Asymptomatique, c'est-à-dire ils ont le virus, mais en fait, on ne le voit pas, ils n'ont pas les symptômes. Du coup, ils peuvent quand même le transmettre. Et du coup, ça va être compliqué. S'ils reviennent à l'entraînement, ce genre-là, ils peuvent contaminer des gens. Et surtout, en fait, ils sont déjà pas mal affaiblis. Et donc, tout de suite, une reprise d'un sport à très haut niveau, ça pourrait provoquer des accidents cardiaques qui pourraient mener à des morts très fortes. C'est des choses qui sont sorties assez récemment, en fait, sur les premiers rapports sur les guéris du coronavirus et sur les patients asymptomatiques, en fait, cette faiblesse cardiaque qui pourrait être très, très dommageable. Donc, donc voilà, au niveau 2 points, les joueurs ils sont impactés sur 2 points vraiment, principaux. Je pense que c'est ça, c'est leur salaire, parce qu'ils vont avoir une lutte syndicale, on va dire, à mener en bonne entente, bien sûr, avec les clubs, et aussi une lutte au niveau de leur santé. Donc sur ces 2 points, santé, salaire. Donc ça va être, je pense, des mois assez importants et qui vont impacter énormément l'organisation du rugby professionnel dans les années futures, je pense. Voilà. Juste, si je peux me permettre Ouais. Il me semble que tu as parlé, Julien, c'est De Cromière, l'interview de De Cromière par rapport au Ouais. salaire des joueurs, qui disait que, en gros, tous les joueurs qui avaient entre 0 et 150 000 euros par an, ils ne seraient pas impactés. Entre 150 000 et 300 000, il y aurait 5% de leur salaire qui serait impacté. Et au-dessus de 300 000, il y aurait 10%, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'il disait, mais après, c'était ses idées à lui, ça n'avait rien d'officiel, et ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est en négociation, et c'est le point qui va être négocié plus tard. Mais effectivement, ouais, c'est ça, en fait, il faut aussi prendre en compte les différences de salaire, que chacun n'est pas forcément capable de baisser son salaire, quoi. Parce que de base, en soi, les clubs qui sont dans des entreprises et du coup qui emploient des joueurs n'ont pas le droit de baisser le salaire des joueurs, si je ne me trompe pas, à part tout ce qui est bien sûr prime de match et tout ce qui est affilié à ça. Bah non, c'est comme un club, quoi. C'est comme une entreprise. Ouais. Du coup, c'est une initiative qui doit venir des joueurs et c'est pour ça que c'est par sur la Proval pour la plupart du temps. Ouais. Oui. Parce que... Mais il me semble que c'est pas la position de Proval, enfin, qui souhaite pas une diminution du salaire. Alors, Proval, Chalewachu, il dit on n'est pas accepté jusqu'à 2%. 1-2%. Après, c'est des sorties dans la presse. Hein. Donc, Ouais. c'est pré-négociation. Donc, chacun se retient par rapport à ce qu'il est capable d'accepter. C'est normal. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Parce que s'il annonce chez les Watchou qu'ils peuvent retirer 20% du salaire, du coup, les clubs vont demander plus et ainsi de suite. Donc là, c'est ça. la négociation. Donc, c'est ça aussi, c'est une négociation à faire. Mais je ne pense pas que ça soit la solution. C'est une solution, mais c'est vraiment du très court terme. Mais je pense qu'il faut les clubs, il faut qu'ils aillent chercher d'autres moyens de pérenniser leur activité. En fait. Ah oui, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a même pas une bonne solution. C'est un ensemble de solutions qui vont être adaptées entre elles qui va pouvoir peut-être laisser à flou certains clubs parce qu'il y a des clubs qu'on voit maintenant, qu'on reverra peut-être pas d'ici 2 ans. Là, c'est pas impossible non plus. Et du coup, au niveau des joueurs, je vais en parler moi juste après, là, dans la section un peu recrutement-transfert. Là, tu as parlé toi des joueurs qui sont sous contrat et qui ont un club, du coup, Julien. Ouais, bien sûr. Oui. Parce qu'il y a aussi le cas des joueurs qui sont dans une situation où il y a une fin de contrat qui arrive dans pas longtemps. Et du coup, est-ce qu'il y a encore des réactions sur ce point-là ou on fait direct la transition? Ouais, rapidement. Bien plus qu'un problème de salaire, je trouve que c'est plus un problème de santé. Comment tu peux demander à des joueurs, après, je sais pas, 1 mois de confinement, 1 mois et demi, de pouvoir s'entraîner, réathlétiser 1 mois de plus et ensuite reprendre le championnat? Je trouve que c'est porter trop de danger pour les joueurs pour une reprise de 1 mois de championnat, voire 2 mois. C'est un peu trop de risques. C'est quoi si tu faisais 3 championnats dans l'année, quoi? Tu as fait la préparation de l'été pour la reprise en septembre. Là, tu vas t'arrêter pour reprendre peut-être en juin. Puis tu vas de nouveau t'arrêter pour reprendre les suivantes. Ça fait c'est quand même une intensité particulière, les reprises. Donc, ça ferait 3 reprises en moins d'1 an avec les joueurs qui auront pu faire la Coupe du Monde avant, les autres matchs. Il y a un problème il y avait des difficultés de calendrier dans le rugby à la base. Et là, tu rajoutes ces impacts-là. Va falloir faire gaffe que la santé des joueurs soit
soit quand même bien mis en avant. Surtout ce que tu disais, Julien, c'est que sur les retours, les premières guérisons du coronavirus, on n'a quand même pas beaucoup de recul pour savoir quel impact ça va avoir, quoi. Surtout qu'en plus, il faudrait dans ces cas-là tester tous les joueurs parce que si des joueurs ont le coronavirus mais qui sont asymptomatiques et du coup ne le savent pas, effectivement, si tu fais des grosses préparations, du coup, c'est intense et tout, s'il y a des risques cardiaques, il faudrait tester tous les joueurs pour savoir s'ils ont le coronavirus. Et on sait qu'à l'heure actuelle, avec le problème des tests qu'il y a un peu partout dans le monde, ça semble compliqué. Ça va être sympa le rugby avec 1,50 m de distance. Faites du flag Pour travailler rugby. les espaces, la prise d'espace. Ça, c'est peut-être la solution à un retour à un jeu d'évitement. Ouais. Bon, si on a fini sur ce point-là, on va partir du coup sur le recrutement et les transferts un peu. Ah mais il est fantastique ce président. Il est extraordinaire ce président. Sauf qu'il compte pas. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! C'est plus possible, on ne peut plus continuer comme ça. Ou alors, encore une fois, ce serait irresponsable de ma part. Allez, viens là, jeune homme, je vais te coller au piquet! En fait, le rugby n'est pas si arrêté que ça, hein. Il est quand même pas mal ralenti, mais il y a quand même des infos qui continuent de tomber. Bon, pour la plupart, c'est des infos qui ont souvent été négociées avant le confinement ou avant même la crise, on va dire, sanitaire qui a lieu. Et du coup, c'est des infos qui tombent maintenant. Il y a d'autres infos qui, elles, concernent des joueurs qui sont en train de négocier actuellement. Mais là, par contre, ces négociations-là, elles sont plus ou moins gelées par les clubs et aussi du côté des joueurs. Et on verra du coup aussi les joueurs en fin de contrat. Donc, pour commencer, on va voir un peu là ce qui est sorti dans la presse ces derniers jours. Il y a quelques gros transferts quand même. Donc, pour commencer, on a quand même Kurt Lebil qui a signé du coup au Racing 92 pour 2 ans. Donc l'Australien avec un casier judiciaire aussi long que son jeu au pied qui arrive à la U Arena. Étonnant qu'il n'ait pas signé à Perpignan. De quoi? Étonnant qu'il n'ait pas signé à Perpignan. Non, mais ils ont arrêté. On en parlera peut-être un peu de Perpignan après, mais sérieusement, ils ont repensé tout leur recrutement. Parce qu'ils avaient aussi Craig Ledlow à la base et au final, ils n'avaient pas signé à Perpignan. Ils ont été recrutés en prison. Les problèmes de justice, on a également, qu'est-ce qu'on a? On a Zafra, ça c'est pour Kenny, ça, la petite news un peu du SUA. 2 ans de plus, qui prolonge au SUA, qui était à la base prêté par Lyon. Donc après 2 ans de prêt, qui rejoint vraiment le SUA. On a Louis-Benoît Mado, à Toulouse, qui a prolongé d'1 an. On a Thomas Jones, qui devrait signer à Toulon, le deuxième ligne autrefois grenoblois et qui a joué à La Rochelle. On a Théo Belland, aussi le centre du stade, qui devrait signer à Aix-en-Provence. Normalement, c'est les infos officielles, mais je préfère les prendre avec des pincettes vu la situation. On a Stéphane Onambele, ancien joueur de Colomiers, qui évolue à Toulon, 3e ligne, qui rejoint le Castres Olympique. Et François Stein, qui va quitter Montpellier pour rejoindre les Cheetahs en Afrique du Sud. Bon, après, j'ai sûrement quelques infos aussi que je pourrais vous parsemer dans cette chronique. On va parler maintenant de situations du coup un peu plus particulières. Ben, c'est la situation des anciens Saracens, j'ai envie de dire. Anciens et toujours actuels. Parce qu'ils ont quand même secoué le marché des transferts, sauf qu'au final, il y a tout qui arrive maintenant dans un contexte totalement différent. Donc, pour ça, déjà, on a quand même des noms de joueurs qui devraient rester aux Saracens. Donc, on a Vunipola, le plus récemment, qui a annoncé qu'il devrait rester. Les 2 frères? Ouais, les frères Vunipola. Et du coup, qui rejoint une liste quand même de beaux joueurs avec un beau palmarès. On a Owen Farrell, Elliot Daly, Alex Good, Jamie George. Je dois sûrement peut-être en oublier 1 ou 2 dans le lot. Jackson Ray. Yes, merci Greg pour ce petit accent anglais qui me porte toujours. Tout le terroir. Le cas Itoje aussi. Le cas Itoje, parce que Itoje, on le sait, le 14, c'est un joueur qui est très courtisé. On en avait parlé de lui à Lyon. Le Racing aussi le voulait fortement. Sauf qu'on parle quand même d'un joueur qui demanderait autour de 700 000 € par saison. D'ailleurs, j'ai une petite info. Ce qui n'est pas ouf. Je ne sais pas si tu l'as, Romaric, cette info aussi. Mais en gros, j'ai lu, c'était ce matin, dans un article, en gros, le Racing envisagerait avec les Saracens de faire venir Itoje, un des frères Vunipola, et Jamie George au Racing en prêt pour la saison prochaine. C'est pas un peu avril, ça? Juste en prêt. Impossible. Parce que moi, je l'ai vu passer, je crois qu'il me semble que c'était un poisson d'avril, l'article, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est pour ça. Je me disais. Est-ce que comme chaque année, Alexion va se faire avoir ouais, ça fait 2 ans, Alexion, qu'il annonce des poissons d'avril. Il faut les Moldavie à la Coupe du Monde. Ça avait marqué la Moldavie. La Castres champion de France aussi, quel beau poisson d'avril. Oui, ça dure longtemps celui-là.
Ouais. Du coup, un dernier Saracen dont on n'a pas parlé et qui est annoncé du côté du stade, c'est Lozowski. 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 C'est vrai que Greg et moi, on adore ce joueur parce qu'on a nos origines polonaises qui ressortent fortement. Mais du coup, ouais, un 3/4 vraiment très très bon, assez jeune, qui est courtisé notamment par le stade. Et les négociations étaient pas mal avancées. Il y avait des médias anglais qui disaient que le deal était conclu. Mais rien n'est annoncé et on se doute que le Stade Toulousain, ben là, leur président, Didier Lacroix, a annoncé qu'il n'y aurait aucune info officielle concernant ce transfert tant qu'on n'y verrait pas plus clair. Parce que le Stade ne peut pas se permettre de sortir un énorme salaire sur ce joueur, malgré qu'il y ait 2-3 joueurs qui viennent de sortir. Là, pour le moment, en fait, ils sont un peu dans le flou. On a notamment des départs de centre. Il y a Touriava aussi qui était annoncé au Stade. On ne sait pas encore si c'est vraiment signé, le joueur de Clermont, qui a fait plutôt sensation cette année. Du coup, c'est quand même pas mal de dossiers où on n'en sait pas trop. Il y a également des joueurs qui sont sur le départ dans des clubs de top 14 et dont on ne connaît pas le point de chute pour le moment. Il y a des joueurs comme Savea du côté de Toulon, il y a Vola, il y a Mourivalou, ouais, je crois que c'est ça. Ben Smith aussi du côté de Pau. Du coup, ça, c'est des joueurs quand même qui sont un peu des attractions du championnat et qui sont en fin de contrat, donc on ne sait pas vraiment où ils vont finir l'année prochaine. Pour la plupart, on parle de départ peut-être au Japon ou dans d'autres championnats. Et il y a aussi la situation particulière, on l'a dit, de joueurs qui arrivent en fin de contrat cet été et qui pour le moment n'ont pas signé. Parce que là, il y a clairement deux camps. Il y a le camp des joueurs qui arrivent en fin de contrat et qui ont déjà signé un nouveau contrat. Donc eux ne sont pas vraiment très impactés, mais il y a aussi les joueurs. Et il y a quand même des joueurs d'assez gros calibre, on le verra, qui n'ont pas encore signé pour l'année prochaine et qui du coup se retrouvent dans une situation délicate. Parce que tu en parlais, Julien, les clubs, eux, veulent que les joueurs baissent leur salaire. C'est une chose, quand tu as un contrat, tu peux essayer de négocier comme le fait Proval. Mais le problème, c'est que si tous les clubs ils veulent les gens avec un salaire moins élevé, et au moment où on trouve un nouveau contrat et un nouveau club, potentiellement, tu vas pouvoir beaucoup moins négocier sur ton salaire. Donc, à voir ce que ça va se passer. Il y a des joueurs notamment, il y a Benjamin Fall, Hugo Bonneval, Alexis Palisson, par exemple, tous internationaux français qui n'ont pas de club pour la saison prochaine. Du côté de Brive, il y a 10 joueurs en fin de contrat. Donc, le club de Brive qui est vraiment dans une situation particulière. Et cette situation-là, elle peut faire l'objet d'un mini-débat entre nous, là. Comment ça peut se passer pour ces joueurs parce qu'au final, on sait aussi que les joueurs ne prennent pas de nouvelles maisons, ne peuvent pas déménager ou des choses comme ça. Ça peut être vraiment compliqué de changer de rythme de vie ou en tout cas de club à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir à ça ou qui a aussi des infos concernant des joueurs en fin de contrat? Non, moi, si personne ne prend la parole, moi, c'est sûr que forcément, ça complexifie la situation pour ces joueurs qui sont en fin de contrat. Je pense que pour leur part, à mon avis, il va falloir qu'ils fassent des sacrifices un peu sur leur salaire, eux, pour le coup, parce que forcément, les clubs vont pas pouvoir se permettre de recruter comme ils pourraient en temps normal. Et du coup, ça va impliquer forcément que ces joueurs qui ont pas de club fassent un peu une croix sur les salaires qu'ils avaient jusqu'à présent et diminuent leur demande en termes de salaire. Et voilà, donc c'est sûr que oui, il va y avoir des bonnes affaires à faire avec ces joueurs libres, mais pas à n'importe quel prix. En rapport avec la fin de championnat, il existe bien les jokers médicaux. Pourquoi ils ne pourraient pas faire la même chose avec les joueurs dont la fin de contrat se termine le 30 juin? Mais le truc, c'est qu'il y a des jokers médicaux, comme tu l'as dit, mais c'est du coup pour des cas de blessure. Et c'est des contrats qui sont aussi très précaires, hein, les jokers médicaux. Hein. C'est des mecs qui signent 2 mois et après on voit si on les prolonge ou pas, tu vois. Et au final, je suis pas sûr que ça change tant que ça l'aspect financier et limite c'est encore pire pour ces joueurs-là, je sais pas. Non, je disais que justement, la Proval, c'est un des choses pour lesquelles Proval s'implique assez. Déjà, avec chaque année, ils font un match avec les joueurs qui n'ont pas de club pour justement pousser les clubs à faire des contrats avec eux. Donc là, ça va être justement aussi. C'est pour ça que je parlais que ça va être assez intéressant de voir l'organisation future du rugby et comment cette crise va l'influencer parce que du coup, on va peut-être avoir Proval qui va devenir plus influent ou qui vont avoir plus de pouvoir ou d'autres syndicats qui vont se poser, j'en sais rien, mais voilà, ça va être très intéressant de voir ce que ça peut donner ensuite, quoi. Et oui, pour les joueurs, c'est un peu dommage ce qui leur arrive, clairement. Parce que moi, j'ai aussi vu une interview là, de Pascal Forny, c'est le directeur d'une agence, enfin d'une entreprise avec des agents de joueurs.
du coup, et qui nous disait du coup que lui, carrément, hein, genre, la plupart de ses agents étaient au chômage partiel, mais sans parler de ça, que les joueurs iraient potentiellement voir des championnats qui ont été moins touchés économiquement. Là, on sait que le top 14, ça les a frappés de plein fouet parce qu'on est sur une fin de saison. Il y a d'autres championnats qui étaient entre guillemets en sommeil à ce moment de la saison. Est-ce que ça peut leur profiter, par exemple? Je ne sais pas quel championnat était en sommeil réellement. Le Japon, par exemple. Ouais, je sais que le Japon, je crois, ils n'étaient pas en train de jouer. Parce que Super Rugby. Ouais, mais le Super Rugby, il commence. Ils ont commencé là récemment et du coup, c'était assez compliqué pour eux. C'est même plus compliqué que le top 14 en fait, parce que ils savent pas pour combien de temps c'est parti. Et là, ça peut être toute une saison qui est complètement mise de côté, quoi. Donc, je suis pas sûr que le Super 14, parce qu'il y a déjà, si on regarde les efforts qui ont été faits, il y a déjà les Blacks qui ont annoncé. Après, c'est des contrats fédéraux, c'est différent. Mais il y a déjà pas mal d'efforts qui ont été annoncés par les clubs et par les joueurs dans l'hémisphère sud. Donc, je suis pas convaincu que c'est vers là vers lesquels les joueurs pourront se tourner, parce que je pense que ça va être plus dur là-bas. Ok, et on pense aussi à tous les joueurs qui sont en Fédéral 1, Fédéral 2, hein, dans des plus petits clubs, qui ont du coup vu leur saison annulée et qui, eux, souvent, il y a des joueurs qui sont payés qu'à la feuille de match, et ça sera pas possible du coup pour eux. Et on pense aussi à tous les contrats, hein, qui vont se finir cette année, mais qui concernent des joueurs qui sont beaucoup moins connus que ceux qu'on a cités, et la situation risque d'être encore plus compliquée pour eux. On est payé la feuille de match? Non. J'ai pas... Ah, pardon. On n'est pas trop impacté par ça, on arrive à trouver des solutions. Toi, t'es pas payé, nous on est payé, mais pas toi. ah d'accord, je vais y aller. Merci. Et du coup, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a encore un petit point à rajouter là, du coup, sur tout ce qui est recrutement, transfert? Greg, juste, moi j'ai vu que Johnny May pourrait aller à Sale. Est-ce que ça te fait frétiller? Ah oui, si, moi aussi j'ai un truc. Ouais, il pourrait remplacer Chris Ashton, mais bon, rien à dire sur ce transfert. Ça, il a un balai de Toulouse, là, côté de Blagnac? Ouais, c'est ça. C'est le même. C'était Grenade. Bel accent. Non, mais après, il y avait le coût marketing du Leinster. Non, c'est pas le Leinster. Si, le Leinster. Je sais plus. Ouais, c'est le Leinster, c'est ça. Ouais. McGregor. Ouais. L'arrivée de McGregor en 9. C'est vrai? Il a dit qu'il voulait envoyer Murray à la retraite. Dessus, je pense. Et c'est pas un poisson d'avril, ça. Ouais. C'est quoi cette histoire? Tu peux développer vite fait? Je peux pas t'en parler personnellement. Ben, en gros, c'est donc McGregor, donc champion de MMA, qui il est irlandais et il adore le rugby depuis qu'il est gamin. Et ça fait 2 ans qu'il a plus ou moins arrêté le MMA et qu'il s'entraîne tout seul au rugby avec l'objectif. Et donc, en fait, il est pote avec, je sais plus avec qui il est pote au Leinster. Léo Cullen. Et donc, voilà, Léo Cullen. Et du coup, Léo Cullen l'a proposé, en fait, pour signer au Leinster. Donc, en 9. Les générales ils l'ont qui signé. sont envoyés, là, ça va être quelque chose. Ah non, c'est pas Léo Cullen, c'est l'arrière, pardon. C'est Kearney, Rob Kearney. Rob Kearney. Ok, oui, c'est vrai, Rob Kearney. Et du coup, ça va être intéressant de voir ça. Après, on en a connu des gens qui se reconvertissaient, qui s'est rien je pense à Usain Bolt, bien sûr. Et, ouais. On attend toujours Teddy Riner à ORC Toulon en deuxième ligne. J'ai pas vu jouer un match à ma gueule pour l'instant. Donc ouais, à voir. Mais je pense que c'est plus un coup marketing du Leinster. Et puis McGregor, comme on connaît, oui, qui a dit qu'il allait mettre Murray sur le banc, qu'il allait venir en équipe d'Irlande, etc. Bon, on attend de voir. Ça rigoler un peu. Ça pourrait être marrant quand même. On pourrait voir quelques peut-être parties de Chipiron assez sympathiques. This is our game. This is Welsh Rugby. Ta chronique, Greg, sur les tournois internationaux, est-ce qu'on verra McGregor récemment là? Est-ce qu'on va le voir bientôt? Ouais, ça va être compliqué pour l'Irlande qui devait à la base jouer contre l'Australie cet été. Mais comme on l'a déjà mentionné dans l'émission, il se peut que les championnats domestiques comme le Top 14 ou Pro 12 ou le championnat anglais se terminent au mois de juillet, voire au mois d'août, alors que c'est généralement la période réservée pour la tournée d'été. Bernard Laporte a déjà dit qu'il serait incohérent de jouer les 2 matchs de l'équipe de France en Argentine au mois de juillet. On a vu aussi les Barbarians français annuler leur tournée d'été en Amérique du Nord. Ils devaient rencontrer le Canada et les États-Unis. Les États-Unis aussi, où la fédération vient d'être mise en faillite.
c'est vrai qu'il y a un énorme problème avec le coronavirus pour la World Rugby, qui réfléchit à la création d'un nouveau plan pour les tournées d'été et d'automne. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dans ces plans, mais en tout cas, ils réfléchissent à certaines solutions. Mais je sais que pour cet été, il va y avoir un problème, parce que si les nations du Sud les nations du Nord partent dans l'hémisphère Sud, elles pourraient bien se retrouver en quarantaine pendant 14 jours une fois qu'elles sont sur le territoire, ce qui pourrait contraindre un peu les déroulements des matchs. La World Rugby évoque aussi la possibilité de déplacer les test matchs de cet été au mois d'août. Là encore, il faut voir avec les championnats domestiques comment ça peut se passer. Autre point noir, il y a le cas des annulations des rencontres de cet été et la problématique de la fédération australienne qui ne souhaite pas participer à la tournée d'automne parce que la fédération australienne estime qu'elle n'est pas assez rentable pour les nations qui se déplacent en hémisphère nord. À la place, l'équipe d'Australie, enfin la fédération australienne, souhaite se consacrer aux compétitions de Super Rugby et de Rugby Championships, plus lucratives selon elle. Quoi d'autre à rajouter? C'est vrai qu'avec la suppression potentiellement des tournées d'été et d'automne, ça libérerait de la place pour les championnats domestiques, mais aussi pour le Six Nations qui, lui, n'est toujours pas terminé. Donc, peu importe s'il existe une, voire deux tournées en 2020, ça va également provoquer des inégalités financières, mais surtout sportives entre les nations du Sud et du Nord. Je m'explique parce qu'en fin d'année, il doit se tenir le tirage au sort des poules du Mondial 2023. Et pour ça, le classement World Rugby est hyper important pour ces nations afin d'être désignées dans les têtes de série. Alors, comment établir un classement mondial juste alors que chaque nation n'aura pas forcément disputé le même nombre de matchs? Donc, elle est là la problématique. Donc, monsieur, je vous laisse 4 heures pour plancher sur un nouveau format de tournée d'été et d'automne. Ouais, je pense que c'est un peu ce qui va se passer avec tous les championnats. C'est que la seule solution qui est logique, c'est de tout stopper en fait, de tout stopper, de rien relancer, de compenser en fait les pertes par des aides financées par la dette de World Rugby ou en fait des choses comme ça, qui vont être compensées dans le futur par les événements qu'ils vont organiser, type les coupes du monde, type tout ça. Et en fait du coup, ça a provoqué une réduction sans doute des plans de développement du rugby, mais c'est aussi ça qu'il faut voir. Après, ça peut être des solutions aussi étatiques, parce que tu as parlé très bien de la fédération américaine, qui se sont mis en fait en banqueroute, mais ils l'ont fait pour permettre d'échelonner leurs dettes et en fait légalement pour pouvoir en fait gérer les dettes qu'ils vont avoir. Donc c'est pas que lié au coronavirus, mais voilà, c'est une solution en fait pour organiser la chose. Donc je pense que c'est des solutions comme ça et organiser des tournées, absolument organiser des choses pour gagner de l'argent, je trouve ça stupide, dangereux pour les joueurs et surtout en fait contre-productif dans le futur pour les futures compétitions parce que comme je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Alexian, c'est qu'on a déjà une année de Coupe du Monde, ça fait déjà depuis longtemps que les joueurs jouent. Si on continue en fait à faire des gros trucs internationaux à l'automne, en combinant les deux tournées avec le tournoi aussi, ça n'a plus aucun sens. On va vivre 2 années de Coupe du Monde d'affilée, les clubs vont avoir des problèmes à libérer 2 mois à l'automne en Europe et au printemps de l'hémisphère sud leurs joueurs. Donc je pense que la seule solution c'est d'accepter que c'est foutu, ça va être une année blanche à ce niveau-là. Voilà, continuons comme ça, quoi. Et tu fais comment justement pour le tirage au sort de la Coupe du Monde? Elle sera biaisée forcément. Non, justement, ça, tu as plein de solutions qui sont disponibles. Tu peux prendre, par exemple, je sais pas, les résultats de toutes les nations sur les 2 ou 3 dernières années. Tu peux prendre le résultat aussi de la dernière Coupe du Monde. Tu vois, il y a plein de solutions pour pouvoir trouver un moyen, sachant qu'en plus, la façon dont c'est fait, c'est un peu comme au foot, on ne comprend rien. Ouais, t'as la solution de la FIFA, sinon. Oui. C'est celui qui donne le plus qui est le plus avantagé. Moi, je propose que tout le monde, qu'il y ait que des enchères, hein, et que celui qui donne le plus, il se retrouve avec, je sais pas, avec les Samoa dans la poule et pourquoi pas la Roumanie et la Russie en prime, je sais pas. Tu vois, on va se retrouver avec l'équipe du Qatar. On va pas comprendre. L'Uruguay devant les Fidji, déjà. Si tu prends le classement. On sait quoi faire de 35 millions de la FFR maintenant, en tout cas. Je pense pas que ça va suffire. Et parce que Greg, sinon on peut pas juste le reporter ce tirage au sort là? La World Rugby parlait de le reporter, mais d'1 semaine.
Ah oui, clair. De 2 heures. Ah, c'est génie, quoi. Ouais. Donc c'est pas forcément ouf, ouais. Mais c'est vrai que genre à la place de la tournée d'automne, est-ce que ça serait pas intéressant pour les nations du Nord de disputer, de terminer le tournoi de 6 nations ou pendant ce moment-là se focaliser sur les championnats domestiques? Ben, le truc là, c'est que t'en parlais bien pour l'Australie. Hein. Eux, en gros, ce qui a toujours été fait un peu dans le rugby, c'est que les tournées d'été, on va dans l'hémisphère sud. Comme ça, l'hémisphère sud se remplit un peu les poches grâce justement aux tickets ou à tout ce qu'il y a autour des matchs. Et qu'après, ils viennent dans l'hémisphère nord pour qu'il y ait inversement, pour que ça génère aussi de l'argent pour les autres équipes. Il y a sûrement des arrangements sur les allées et venues des équipes, mais ça reste quand même ça le principe, c'est de entre guillemets, remplir des stades et de pouvoir quand même faire des actions lucratives. En plus, sans parler du côté sportif. Là, la tournée d'été, tout le monde se met d'accord pour dire qu'il n'y a aucune nation du Nord qui risque de descendre dans le Sud. D'accord. Et du coup, pour la tournée d'automne, au final, l'annuler, ben, ça pourrait prendre du sens, tu vois. Ça pourrait prendre du sens si on n'a pas fait d'été. Genre, parce qu'il y a justement cette relation aussi à traiter. Il y a déjà l'Australie qui commence à dire qu'ils veulent pas forcément faire ça, qu'ils veulent faire autre chose. Donc ça peut être la solution, ouais, ça peut être de la faire sauter cette tournée de novembre et qu'on part sur une année sans tournée, mais ça va forcément se répercuter, je pense, sur la suite. En tout cas, déjà, il faut régler le problème de 6 nations. C'est sûr que c'est difficile de voir un tournoi de 6 nations avec aucun vainqueur pour l'instant, alors que la France était pas loin de la remporter. Ouais, enfin, un match en Écosse, on a décidé autrement, malheureusement. Mais du coup, là, il manque quoi, là? Il nous manque beaucoup de matchs de 6 nations? À la France, il manque une journée, mais il y a des équipes où il manque 2 journées, c'est ça? J'en ai compté 4. Ouais, c'est ça. 4 matchs, il manque quoi. 2 matchs pour l'Irlande et quasiment un match pour chaque nation. Ouais, donc, Non, mais après, ça fait aussi partie de la légende du tournoi, en fait, de savoir annuler aussi les choses. Parce que ça fait partie, ça rentre dans l'histoire, en fait, dans les annales, dans le sens où en 2020, bah, le tournoi, c'est jamais fini. Il n'y a pas eu de vainqueur. Il faut aussi accepter ça, quoi. C'est-à-dire que pas être gêné juste par les impératifs, il faut absolument un vainqueur parce qu'on doit finir la compétition. Non, c'est pas le cas. Puis il faut s'imaginer que ça fera des questions pour nos quiz dans 20 ans, donc c'est bien. Mais en 2002, il s'était passé à peu près la même chose. Ils avaient dû reporter certains matchs au mois d'octobre, mais ils ont quand même terminé le tournoi à destination. Ça, c'était un de mes quiz. À cause de Oui, la après, c'est fièvre, pas pareil. C'était beaucoup moins grave, le SARS. Bon, du coup, ce qui ressort un peu de tout ce dont on a parlé là, c'est surtout que pour le moment, à part faire des suppositions et voir ce que les instances disent au compte-gouttes, ben, on n'a pas non plus énormément d'informations pour se projeter pour la suite du rugby, sachant qu'on n'en a pas déjà au niveau de la crise sanitaire, quoi. Donc, c'est un peu ça qui ressort au final, c'est que absolument tout le monde est dans le flou et qu'on se dit qu'il y a des gens qui vont avoir peut-être plus de mal que d'autres, quoi. Ouais, il faut juste attendre de voir comment la situation sanitaire va évoluer dans le monde entier pour pouvoir se prononcer. Et voilà, quoi, il y a juste à attendre. Hein. L'avenir nous le dira. Du coup, moi, ce que je peux vous proposer là pour les prochaines émissions, je sais que dans les tuyaux, on a une spéciale quiz qui pourrait être sympa, histoire de changer un peu aussi de sujet de conversation, hein, bien sûr. Parce que cette émission n'est pas la seule qui aura de la feuille de match rugby durant le confinement. Donc il y a peut-être une spéciale quiz qui devrait arriver dans les tuyaux, à voir comment elle sera officiellement, on va dire. Ça sera un crossover avec nos émissions du foot ou du multisport, ou alors si on restera que côté rugby et qu'on laissera les autres de côté. Arrête, le rugby, je vais vous dégommer. Ok. T'es chaud de préparer un burger quiz ou pas? Je suis quand même en téléchômage, donc je suis pas mal occupé, je sais pas, je vais voir. Ok, bah on va voir ça, déjà. Je sais aussi qu'on a peut-être que potentiellement, on aura sûrement peut-être des réactions de joueurs durant cette période. Je sais qu'on a un contact à Colomiers, qu'on en a peut-être au Stade Toulousain, qu'on a aussi des contacts parmi des joueuses féminines, peut-être au TUC aussi. À Ramonville? À Ramonville. Oui, à Ramonville, bien sûr, oui. Moi, je peux avoir des contacts aussi en Vendée, à Fontenay-le-Comte. Et à Barque aussi. Ouais, fait les RSV, les gars. Mais non, mais tout ça pour dire qu'en gros, on va adapter aussi nos formats, peut-être pour partir sur d'autres types d'émissions. Là, c'était un peu sûrement la dernière qu'on faisait là-dessus, à part s'il y a vraiment d'autres infos qui sortent. Juste, est-ce que chacun peut nous faire un petit mot sur le maillot là qu'il a mis aujourd'hui là? Parce que vous l'aurez bien vu, mettre des maillots aussi moches que la plupart de ceux qu'on a, ou en tout cas aussi rétro, c'est forcément une petite initiative avant. Peut-être que Julien peut commencer. Non, peut-être Julien, ouais. Julien au début.
Pour moi, je porte le maillot du RC Confinement. C'est un maillot qui est chaud parce qu'il fait froid. Et voilà, je l'ai porté assez. Il date de cette année, je l'ai porté assez souvent. Et c'est toujours un honneur de le porter. Je pense que je représente bien les couleurs de ce club. Voilà. Et après, non, c'est juste que j'ai pas de maillot dans mon appart. Je les ai chez moi. Ok, ça marche. En tout cas, j'espère qu'on pourra devenir socios du RC Confinement assez rapidement. Yes. Histoire que le club ne coupe pas. 80. Qui c'est qui va nous présenter son maillot là? Allez, Vincent. Et présenter son maillot et Clara aussi, non, en même temps? Je vous présente son maillot. Alors, c'est le Armagnac Rugby Club. Je pense que c'est l'un des plus mauvais clubs que j'ai eu croisé de ma vie. Donc, c'est le club de Casobon. Voilà. D'accord. Quoi? De Cassoulet? Casobon. Rocher Armagnac. Casobon. Armagnac. Greg, t'enchaînes? Super couleur allemande. Hein. Pareil, moi j'ai le noir de l'Allemagne, le rouge, mais il manque le jaune. Mais je fais un peu de pub aussi, genre pour la feuille de match, pas plus mal. Je ne mentionne pas le nom de la marque. Ouais. Du coup, juste Greg, on pense l'avoir deviné, mais c'est maillot de Ramonville, c'est ça? Exactement, c'est écrit dessus en gros là, si vous le voyez bien. D'accord. C'est un maillot qui date des années 2000, je crois. Et il a été porté par le numéro 15. Et je peux te dire que le numéro 15 de l'époque, il devait mesurer solide, 2 mètres pour 110 kilos parce que je nage dedans. Du coup, je me rappelle de ces il est floqué derrière de ou pas? merde. Comment? Il est floqué ou pas derrière? Ouais, il est floqué. Je vais me retourner. Oh là là, magnifique. Magnifique. Il Greg, y a merci numéro, de partager quoi. ce moment d'histoire. Moi, je me rappelle juste, Greg, de ces cols de merde là qui se retournent tout le temps. Insupportable. Mais ouais. Mais ils Vincent, sont qu'est-ce super que tu lourds, mets, c'est là? pas agréable à porter en plus. Ouais, non, c'est pas agréable ça. Vincent, c'est quoi ce plaid de là que t'as mis sur toi? Ah, c'est pas un plaid, c'est le deuxième maillot qu'on m'a filé, c'est le maillot de Gabaret dans les Landes. C'est mauvais, mais c'est dans les Landes, donc ça compte aussi. D'accord. En tout cas, on va se faire des clubs partenaires, j'ai l'impression, avec ces petits moments de présentation Ah ben là, de maillot. j'ai des interviews si vous voulez, j'en ai pas mal, hein, des joueurs de rugby dans le coin, ça peut se faire. Un petit Bon, partenaire Alexandre. avec le club d'Armagnac, ça serait bien pour les troisième mi-temps. Ouais, Oh, ça peut être t'inquiète sympa, pas, la ça, troisième ouais. mi-temps, on l'a fait sans le club, y a pas de souci. D'ailleurs, Alexandre, Je toi- suis avec Armagnac. Putain, qu'est-ce qu'il a encore à nous dire? Non, je voudrais remercier mon sponsor pour cette émission qui est la coopérative, la cave Duby, qui me ravitaille tous les soirs. Voilà. D'accord. Bah, tu nous feras passer les tuyaux pour la radio. Bien sûr, voilà. Le numéro 4, le blanc et tout. Ça marche. Toi, Alexandre, tu peux nous expliquer pourquoi tu as le maillot du club d'Arthur? Moi, c'est un maillot un peu moins rétro. C'est un maillot de 2012 du Leinster. Donc voilà, je me suis dit, dans cette période de confinement, je veux dignement porter le maillot du meilleur club d'Europe. Après Toulouse quand même, mais voilà quoi. D'un des meilleurs clubs d'Europe. Non, c'est un maillot qui vient de là-bas, qui a été acheté lors du Made in tournoi de China. Nation. Et alors lui, il n'a pas le col chiant, mais il sert un peu quand même. Hein, et c'est assez désagréable. Donc voilà, pour la petite anecdote. Il est floqué McGregor ou pas encore? Non, pas encore, j'ai pas eu le temps. Il est floqué de rien du tout d'ailleurs. Je suis neutre, comme ça je choisis le poste que je veux, c'est très simple. Ça marche. Donc on va finir avec mon antiquité là. Du coup, ce magnifique maillot de l'ère du Mirail Université, avec bien sûr le numéro porté dans le dos, c'est important. Mon poste de cœur, bien sûr. Hein. Je voulais le 10 à la base, mais je ne l'ai pas eu. J'ai fini à l'autre poste de la charnière. T'es sûr que c'était pas le 19? Non, c'était pas le 19 à la base. Il n'y a pas eu de Javel sur le maillot, t'inquiète. Et voilà. Bon, ça fait aussi l'occasion de passer un coucou aux copains du Mirail, là, Greg. Tu te souviens un peu de cette époque-là? Ouais, bah oui, 2 titres avec le Mirail. 2 titres universitaires, hein, c'est pas rien. Dont un vaincu. Et voilà. Du coup, ce petit moment maillot, il y a un nouveau maillot qui est arrivé sur les joues de Vincent encore. Mais Ouais, mais du coup, je suis devenu père depuis la semaine dernière. Voilà, le gamin est né à 1 an et demi directement. Il est joué du confinement. Pratique ça. Tout s'accélère, tout s'accélère. Les gars perdent pas de temps. Quoi. C'est ça. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Donc bien sûr, Facebook c'est la feuille de match, Twitter c'est @fdn-rugby, Instagram la feuille de match, et sur le site internet lafeuilledematch.com.
On fait des gros bisous à tout le monde, bien sûr, avec 1m50 de distance. Tinder, comment ça te Le Tinder, là, il est un peu larré, je te cache pas. Je te cache pas que le Tinder c'est est un normal, peu hein. laré. C'est le moment, là. Tu sais qu'ils offrent le compte premium à tout le monde, là. De quoi? Ils offrent le compte premium à tout le monde. Enfin, en tout cas, ils le rendent gratuit. Donc, C'est c'est peut-être l'occasion de faire de la pub. Hein. Tu m'as l'air bien informé, Grégory. Eh bien, je te rappellerai pour avoir plus d'informations pour le compte de la feuille de match. Et voilà, du coup, vous avez toutes nos infos. La prochaine émission, on peut pas encore dire quand elle sort, c'est secret, mais ce sera stylé. C'est le plus important. Et du coup, vous verrez aussi d'autres chroniqueurs que vous entendez normalement à la radio. Bon, en tout cas, Allez, Zoubi. Restez chez vous et tous ces vidéos écoute. Salut chez vous, là. Putain, Greg. Allez, ciao.